Donc, bonsoir encore une fois et bienvenue. Je suis ravi de vous souhaiter la bienvenue à notre tout premier forum 2023 de la SCO, Bâtir l'avenir de l'ophtalmologie. Je suis le Dr Hadi Saeb, président du Conseil du développement professionnel continu, et ce soir, nous nous concentrerons sur l'orientation future de la SCO et de l'ophtalmologie au Canada, en plus d'écouter le point de vue de présentateurs sur les activités de représentation, l'ophtalmologie au Québec, les pénuries de médicaments et le congrès annuel et exposition de la SCO. J'ai avec moi 3 étoiles de l'ophtalmologie au niveau national et provincial, Dr Daguerre, Daoud et Plamel. Et on a aussi avec nous le Dr Phil Hooper, le président de la SCO, qui va être là behind the scenes. Donc, j'ai aucune affiliation à divulguer par rapport au contenu de cette soirée. Et ce webinaire est une activité agréée d'apprentissage collectif, donc section 1, au sein du programme de maintien du certificat du Collège royal. J'aimerais vous mentionner qu'il y a une fonction Q&A en bas de votre écran, donc vous êtes invité à l'utiliser. Un des buts de ce soir, c'est d'entendre vos commentaires et vos questions pour continuer de bien vous servir. Voilà les objectifs d'apprentissage. Je vous donne quelques instants pour les lire. C'est les objectifs d'apprentissage pour ce soir. Alors, sans plus tarder, on va commencer la soirée. Donc, je vais passer quelques minutes à parler des efforts de représentation et advocacy et une réflexion avant-gardiste. Donc, le paysage de l'ophtalmologie est définitivement en constante évolution dans le domaine de la santé visuelle et de la médecine. Donc, durant les 2 dernières années, il y a beaucoup qui s'est passé et je vais passer quelques minutes à parler des sujets qu'on a trouvés les plus pertinents. Donc, la pénurie des médicaments, c'est quelque chose de très actif et en évolution. Dr David Plamel va vous parler un peu plus de ce sujet dans quelques minutes. Aussi, les centres de chirurgie extra-hospitaliers. Donc, comme vous savez, depuis la pandémie, l'utilisation de ces centres de chirurgie-là augmente de plus en plus, initialement seulement au privé et présentement, beaucoup des chirurgies dans le système public se font à ces centres de chirurgie extra-hospitaliers aussi. Donc, pour répondre à cette nouvelle réalité, la SCO a créé un groupe de travail et on a développé 7 principes de représentation ou advocacy par rapport aux commentaires de ce groupe-là. On a aussi fait plusieurs énoncés de principes ou des position statements sur des sujets comme l'Elmiron, biosimilaire, thérapie visuelle et aussi l'équité, diversité et inclusion, un sujet qui joue un rôle plus important dans plusieurs organismes au niveau national et international. Aussi, la SEO fait fréquemment des communiqués de presse, donc mensuellement, sur des sujets d'importance. Aussi, ils sont suivis d'entretiens avec les médias partout au Canada. Donc, on va vous demander de considérer de faire du bénévolat pour la SEO. Surtout nos membres bilingues et francophones sont particulièrement utiles pour ces interactions avec le média. Aussi, le balado, le podcast ICANN, maintenant dans sa 3e saison de 11 épisodes. Donc, si vous n'avez pas encore écouté des épisodes de ce podcast-là, on vous encourage de les écouter. Le podcast ICANN est sur toutes les plateformes de podcast, donc Spotify, Apple, etc. Donc, durant les 2 prochaines années, il y aura beaucoup d'efforts additionnels sur l'équipe de représentation et advocacy. Et surtout, il y aura beaucoup de travail dans le domaine des relations publiques. Donc, la sensibilisation devra continuer pour valoriser le rôle de l'ophtalmologie dans le domaine de la santé visuelle. On a trouvé que les histoires de patients sont particulièrement importantes pour valoriser le rôle de l'ophtalmologiste et du chirurgien dans l'équipe de la santé visuelle. Aussi, les angles médiatiques sont représentatifs d'histoires axées sur l'innovation. L'innovation, c'est aussi un aspect qui est assez unique à l'ophtalmologie dans le domaine de la santé visuelle et aussi la sensibilisation à la valeur et à l'importance de l'ophtalmologie. Donc, la représentation et les relations gouvernementales feront des efforts considérables pour assurer la création du Bureau national de la santé oculaire. Donc, qu'est-ce que c'est ce bureau-là? Donc, la SCO plaide en faveur de la création de ce bureau-là, national de la santé oculaire.
Ça sera dirigé par une personne possédant les compétences nécessaires pour assurer l'élaboration d'une stratégie sur les soins oculaires. Le bureau sera le porte-parole politique pour le milieu de la santé oculaire. Donc, les objectifs du BNSO incluront de faire valoir la santé oculaire auprès du gouvernement canadien et des Canadiens, d'élaborer une stratégie nationale sur les soins oculaires, faire en sorte que les médicaments ophtalmiques appropriés sont inclus dans un régime national d'assurance médicaments et aussi d'élaborer des voies d'accès aux soins pour les patients qui correspondent à l'évolution et à l'innovation en ophtalmologie. Et finalement, de créer une politique normalisée pour le dépistage oculaire partout au pays. Donc, la SCO plaide en faveur d'un BNSO en partenariat avec le milieu de la santé oculaire et en novembre 2021, la députée fédérale Judy Schroe a déposé un projet de loi émanant d'un député qui s'engage à élaborer une stratégie nationale sur les soins oculaires. Finalement, la SCO a préparé une présentation pré-budgétaire en octobre 2022 afin que ce bureau-là soit inclus dans le budget fédéral de 2023. Donc, si jamais vous avez des commentaires ou des idées par rapport à ce bureau-là, maintenant, c'est vraiment le temps parce que le budget va être finalisé dans les prochaines semaines. Donc, soit ce soir ou les semaines à venir, s'il vous plaît, partagez vos idées, vos commentaires. On a présentement une question de sondage. Donc, je vous invite à répondre à cette question-là. Donc, veuillez choisir l'enjeu le plus important pour l'ophtalmologie au cours des 2 prochaines années. Donc, accès. Est-ce que le sondage est disponible pour les personnes présentes? Parce que moi, je ne vois pas. Donc, j'assume que c'est disponible pour ceux qui sont là avec nous ce soir. Donc, il y a accès à de nouveaux médicaments et nouvelles technologies, 1. 2, ressources humaines. 3, élargissement du champ d'exercice de l'optométrie. Donc, évidemment, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Ils sont tous importants. Là, je vois que le sondage est disponible. Donc, encore une fois, accès à de nouveaux médicaments et nouvelles technologies. 2, ressources humaines. 3, élargissement du champ d'exercice de l'optométrie. Évidemment, les 3 sont importants. On veut que vous choisissiez celui que vous jugez le plus important pour l'ophtalmologie. Donc, on vous donne quelques instants. Donc, les résultats, c'est assez partagé, mais les ressources humaines ont le plus de réponses, à peu près 50%, suivi par l'accès à de nouveaux médicaments et nouvelles technologies. Et 3, élargissement du champ d'exercice d'optométrie. Je suis très curieux de voir l'opinion de Dr. Laoud quand il va faire sa présentation par rapport à l'ordre des enjeux parmi nos membres avec nous ce soir. Donc, on va parler un peu de ce qu'offre la SCO. Évidemment, tout le monde qui est parmi les panélistes ce soir, on trouve que ce que la SCO fait est très important, mais c'est quand même une opportunité pour qu'on puisse partager avec vous les diverses ressources offertes par la SCO. Donc, on a mentionné le balado, le podcast ICANN. 2, le site Voir les possibilités. Donc, ça, c'est un site qui est séparé du site web de la SCO et c'est un site web qui a des ressources pour les patients et le public et c'est bilingue. Donc, je vous invite à regarder ce site web et aussi à partager avec vos patients. Aussi, une couverture médiatique mensuelle assurant que l'ophtalmologie demeure dans l'œil du public et ça, c'est très important pour le présent et le futur de l'ophtalmologie. Un bulletin mensuel réservé aux membres qui s'appelle le Point de mire. Aussi le conseil des grands enjeux de la profession et des mises à jour trimestrielles réservées aux membres. Une base de données pour les pénuries de médicaments. Donc, je vais laisser Dr. Plemel parler davantage sur ce sujet. Et des ressources à l'intention des ophtalmologistes pour les aider avec leurs activités de représentation, advocacy et pour soutenir leurs pratiques. Donc, est-ce que tous ces efforts et le bureau sont importants pour nous? Bien, on trouve que oui, parce qu'on est quand même un groupe de médecins et de chirurgiens assez occupés. Donc, c'est c'est intéressant de pouvoir laisser beaucoup du travail à être fait par des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine pour nous permettre de préserver notre énergie afin d'intervenir uniquement lorsque ça compte vraiment.
Donc, afin d'offrir une contribution significative, nous devons entretenir un dialogue constant avec les décideurs et avec le public afin d'être reconnus comme étant axés sur les patients, accessibles et bien informés. Donc, ça, c'est des rôles qu'il faut qu'on continue de jouer comme ophtalmologiste. Donc, voilà l'objectif des activités de la SCO à l'extérieur de la profession. On se fait souvent demander comment est-ce qu'on peut être plus impliqué au niveau national, au niveau de la SCO. Donc, on a vraiment, vraiment besoin de vous. Donc, le bénévolat au sein de la SCO constitue aussi une excellente façon de développer vos compétences en perfectionnement professionnel. Je serais vraiment content de partager avec vous mon expérience professionnelle. Depuis que je suis impliqué au niveau de la SEO, j'ai trouvé ça vraiment valorisant et le travail que j'ai fait, je le trouve pertinent et j'espère que ça a été pertinent. Donc, je vous encourage tous de considérer de faire du bénévolat avec la SEO. C'est vraiment une équipe, l'équipe des employés à temps plein à la SEO, c'est des personnes engagées, enthousiastes et passionnées par le présent et le futur de l'ophtalmologie. Donc, je vous encourage tous de penser à faire du bénévolat. On a besoin de vous. L'une des façons dont nous, on peut vous aider consiste à vous offrir des possibilités de bénévolat. Donc, on a particulièrement besoin de porte-parole pour nous aider à répondre aux questions et à raconter notre histoire, et encore plus des porte-paroles bilingues et francophones. Donc, si vous avez déjà répondu au sondage de 2022, on aurait déjà été en contact avec vous. Et sinon, s'il vous plaît, contactez-nous. Dites-nous que vous êtes intéressé et ça nous fera plaisir de vous inclure dans nos efforts. Donc, une autre question de sondage sur le bénévolat. Donc, la première question, c'est est-ce que vous avez déjà fait du bénévolat avec nous, donc nous, la SCO? On attend que, voilà. Donc, avez-vous déjà fait du bénévolat avec nous? Donc, une proportion de vous qui avez déjà fait du bénévolat, mais quand même une majorité qui n'ont pas fait de bénévolat. Donc, la prochaine question va être assez pertinente. On veut savoir c'est quoi les obstacles pour faire plus de bénévolat. Donc, le prochain sondage. Et en attendant, j'aimerais vous mentionner qu'en fait, sur le site web de la SEO, il va y avoir une section additionnelle qui va être simple, qui va avoir un focus sur le bénévolat. Donc, pour vous parler un peu plus des opportunités de bénévolat, de parler aussi d'expériences de personnes qui ont déjà fait du bénévolat pour le SEO. Donc, vous êtes invité de regarder ça si vous pensez à faire du bénévolat avec le SEO, mais vous n'êtes pas certain de comment que ça va se passer. Donc, quels sont les obstacles au bénévolat? Manque de temps, inconfort avec les activités de représentation ou advocacy. Voilà. Donc, manque de temps. On vous comprend. On se sent tous comme ça, mais sachez que vous êtes toujours la bienvenue, soit pour faire du bénévolat ou pour vos commentaires ou vos idées. Vous êtes certainement la bienvenue. Donc, ça va être une période de questions. On a tous les panélistes avec nous. Je vais voir si dans le Q&A, il y a des questions pour le moment. Je vois qu'il n'y en a pas. Donc, je vais laisser une minute passer. Et s'il n'y a pas d'autres questions, il y aura d'autres périodes de questions un peu plus tard de toute façon. Donc, notre prochain conférencier, c'est le Dr Salim Daoud, le président de l'Association des médecins ophtalmologistes du Québec, qui n'a pas besoin d'introduction. On le connaît tous. Donc, dans le cadre de cette présentation, le Dr Daoud mettra en lumière les nombreux défis qui toucheront la profession de l'ophtalmologie au Québec au cours des prochaines années. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour l'ophtalmologie au Québec, Dr Daoud. La parole est à vous. Merci beaucoup, Dr. Saeb, pour cette introduction. Et merci à la COS de me donner la chance de vous parler un tout petit peu des enjeux qui touchent l'ophtalmologie au Québec. En fait, je félicite aussi la Société canadienne d'ophtalmologie qui essaie toujours de promouvoir l'ophtalmologie au Canada, puis évidemment défendre l'intérêt de la profession. Alors, ma présentation s'intitule Le bon, le méchant et l'imprévisible. En fait, on va parler de quelques enjeux. Je n'aurai pas le temps, malheureusement, avec le temps qui m'est alloué, de vous parler de tous les enjeux. Évidemment, j'ai aucun conflit d'intérêt.
Dans cette présentation, il y a la partie, la bonne partie, la moins bonne, puis il y a des parties qui sont un peu imprévisibles. On ne sait pas ce qui va arriver avec ça. Alors, je ne sais pas si tout paraît bien dans tous les cas. Les parties, les bons enjeux, c'est évidemment les projets provinciaux actuels qui ont beaucoup avancé, les soins virtuels en ophtalmologie, le guide de référence en soins visuels. On va en glisser un mot. On parlera de la valeur relative de l'acte, qui est le gros chantier au niveau de la FMSQ, qui est dans la partie des enjeux qui sont méchants. Le manque d'effectifs médicaux, évidemment, la pénurie des médicaments que le docteur Plemel va présenter dans la prochaine présentation. L'imprévisible, c'est essentiellement nos relations avec nos collègues optométristes et la disponibilité et l'implication des ophtalmologistes. Commençons par les choses qui sont bonnes. Dans les choses qui sont bonnes, les soins virtuels en ophtalmologie au Québec. Ce projet-là est né il y a quelques années avec l'idée de faire du télédépistage de rétinopathie diabétique, permettre un accès plus important et un traitement approprié à la majorité des patients ou à tous les patients diabétiques de type 2. Ce projet s'est vu s'améliorer avec le temps. En fait, le contexte initial, c'était la non-disponibilité des ressources pour voir tous les diabétiques de façon adéquate au bon moment. Une étude de l'ETMIS en 2008 montrait que 25% seulement des diabétiques recevaient le traitement qu'il faut au bon moment. On a ajusté quand même ce projet-là, on l'a adapté à 2023. On s'est dit qu'en 2023, on ne peut pas commencer un projet juste sur la télédépistage de la rétinopathie diabétique sans impliquer l'intelligence artificielle, sans impliquer une plateforme qui comptait à la fois les caméras et le OCT, sans essayer de chercher d'autres maladies de l'œil. C'est un projet qui va être évolutif dans le temps. C'est un projet qui va placer le Québec comme, en fait, avant-gardiste dans le domaine de l'ophtalmologie virtuelle. Puis il y avait un autre enjeu qu'on a réalisé dès le début de l'élaboration du projet, c'est l'application d'optométrie, c'était indispensable, puisque 52% des consultations en clinique externe proviennent des optométristes et 70% des consultations en cabinet proviennent des optométristes. Donc, c'était incontournable que les optométristes fassent partie de ce projet-là. Puis évidemment, on a insisté que, quel que soit le projet, il faut que les ophtalmologistes soient partie prenante de la gouvernance et participer à cette gouvernance. Alors, ça, c'est le modèle un peu qui a été retenu. Il va y avoir 90 sites d'imagerie avec des imageurs, des réceptionnistes, des infirmières, avec la possibilité d'avoir une unité mobile qui vont, avec des caméras et des OCT, qui vont envoyer sur une plateforme centralisée. Cette plateforme-là va avoir des lecteurs de niveau 1, 2, 3 et le premier module va s'occuper de la rétinopathie diabétique et éventuellement, on va insérer des modules pour la détection et suivi du glaucome, pour la détection et suivi de l'MLA. Ces données-là vont être toutes centralisées, donc ça va nous créer une banque de données extraordinaire là, pour le Québec. Ça va permettre de savoir exactement c'est quoi la volumétrie de la pathologie et qu'est-ce que le gouvernement doit investir pour offrir le meilleur service à la population. En même temps, l'intelligence artificielle va travailler en parallèle sur cette plateforme-là. Elle ne sera pas instaurée de façon indépendante tant qu'on n'a pas jugé par une étude prospective des résultats qu'elle a atteint sa maturité. Donc ça, c'est en gros ce projet-là. Et cette plateforme-là va pouvoir communiquer avec le CRDS, avec les autres dossiers électroniques au niveau du Québec. L'intelligence artificielle, c'est incontournable. On voulait que ce soit un modèle qui est évolutif dans le temps, qui est capable de performer. On a validé les exigences de ces modèles-là. On a validé que l'intelligence artificielle est capable d'avoir un flux d'activité suffisant. On s'est dit qu'il va y avoir un processus d'assurance qualité. C'est ce que je vous disais, qu'on allait introduire ça de façon progressive avec des études prospectives pour s'assurer que l'intelligence artificielle est prête à prendre le relais. L'avantage en jeu, c'est évidemment l'accessibilité. Accessibilité. C'est ça vraiment le motif initial d'un projet de ce genre-là. Et évidemment, la pertinence des soins. Excusez. Le bon patient au bon moment avec la bonne ressource. Ceci va amener évidemment à une diminution du coût pour le système, une multidisciplinarité qui est actuellement un sujet très hot au niveau du ministère de la Santé, et évidemment l'arrimage avec le CRDS. On va parler dans quelques instants du CRDS. Ce projet-là va coûter des millions de dollars qui ont été investis par l'Institut de la pertinence au niveau de la FMSQ.
avec l'argent qui a été retourné au ministère, une partie va être investie pour améliorer l'accessibilité et ce projet-là reçoit autour de 50 millions, ce qui est quand même une somme substantielle. Les étapes du projet qui ont été franchies déjà, le dossier d'affaires a été envoyé, c'est-à-dire description du besoin, voir la portée du projet, la gouvernance, un avis d'appel d'intérêt, surtout pour voir si dans le marché actuel, est-ce qu'il y a des compagnies qui sont capables de répondre à nos exigences. L'appel d'offres a été complété. Un comité de conformité actuellement et des bancs d'essai sont en cours actuellement pour évaluer les soumissionnaires, voir si ça répond à nos besoins. Et un comité de planification de l'implantation aussi est en cours actuellement d'installation. Donc, ce projet-là va de l'avant. Il est déjà assez avancé. Il n'y aura pas de recul. L'autre projet qui est très intéressant actuellement que la MOC aussi pilote, c'est l'accessibilité aux soins visuels au Québec et l'élaboration d'un guide de référence en soins visuels, ce que j'appellerais le CRDS 2.0. En effet, le CRDS est né de la volonté du gouvernement d'offrir un accès priorisé aux services spécialisés. Alors, il y a quelques années, on décidait qu'il va faire une formule unique par spécialité pour les références, une échelle de priorisation, et d'où le CRDS.1. Donc, 15 centres de répartition des demandes de services ont été créés, avec implantation progressive dans les divers milieux, notamment à Montréal à partir de 2016. Ça, c'est les régions qui ont été subdivisées en 15 CRDS pour répondre aux demandes de la médecine de première ligne vers la médecine spécialisée. En ophtalmologie, ça s'applique la même chose. On a créé les formules d'ophtalmologie, les formulaires. Vous les connaissez tous avec des échelles de priorisation A, B, C, D, E. Puis, ça, c'est le formulaire, en fait, que je n'ai pas besoin de m'éterniser là-dessus. C'est quoi les constats qu'on a vus après plusieurs années du CRDS? C'est que les listes d'attente continuent de s'allonger. Il y a des disparités interrégionales énormes et la participation est tout à fait inégale d'ophtalmologistes. Et évidemment, le gros problème du CRDS pour l'ophtalmologie, c'est la limitation des sources de référence à seulement les médecins de famille. Alors qu'on sait, je répète la même phrase, 52%, 70% de nos consultations viennent des optométristes. Alors, ma question pour vous, c'est la première question. Comment vous décrivez le CRDS dans votre région? Est-ce que vous pensez que ça répond parfaitement aux besoins? Est-ce que ça répond partiellement à vos besoins? En fait, pas à vos besoins, aux besoins de la région. Est-ce qu'il ne répond pas du tout aux besoins? Et aucune idée, je n'y contribue pas. J'ai hâte de voir les réponses. Alors, on vous laisse quelques secondes pour pouvoir répondre. Bon, on va avancer un tout petit peu. Bon, répond partiellement aux besoins, ne répond pas aux besoins, puis aucune idée, je n'y contribue pas, 34%. Ce qui est le problème de notre CRDS actuellement, c'est vraiment le manque de contribution de l'ophtalmologie dans certaines régions. OK. Alors, ça, c'est la réponse à la question vraiment. Là. Ça, c'est les statistiques du CRDS du mois de novembre 2022. Est-ce que, en fait, c'est surchargé, c'est dépendamment des régions. Le seul chiffre qui est très intéressant, c'est le chiffre en bas de la page ici, qui montre que 31 000 demandes de consultation en ophtalmologie à travers le CRDS ne sont pas actuellement remplies, n'ont pas de rendez-vous, ce qui est énorme. Donc, c'est un constat d'échec en ophtalmologie. Il faut dire que c'est variable entre les régions et certaines régions où c'est beaucoup plus performant que d'autres. La vision du CRDS2 qu'on voit actuellement au niveau de la norme, c'est une vision qui est centrée sur le patient, qui est au centre de notre engagement. On va essayer toujours d'uniformiser la prise en charge, définir des trajectoires de soins, s'adapter aux réalités du terrain. Parce que là, on a fait un CRDS 1 qui ne correspond pas à ce qui arrive en ophtalmologie sur le terrain réellement. Et évidemment, prioriser l'interdisciplinarité et la collaboration avec les optométristes dans leur champ de pratique, avec le principe toujours du bon patient au bon moment, au bon endroit. Les étapes du CRDS 2.0 qui ont avancé actuellement, c'est on a défini les besoins. On a trouvé que ça prenait deux formulaires. Un formulaire qui vient du médecin de famille à l'optométriste ou à l'ophtalmo, un autre qui devrait venir de l'optométriste à l'ophtalmologiste. On a consulté une vingtaine de spécialistes, chacun dans son domaine, et on a demandé d'élaborer des documents en fait de la trajectoire des patients
en partant soit de la symptomatologie, surtout pour les médecins de famille qui ne sont pas équipés, ou bien de la pathologie comme pour les optométristes. Excusez. Alors, où est-ce qu'on est rendu? Un comité de travail chapeauté par le ministère de la Santé avec l'AMOC, des représentants de l'Association d'optométristes, dont le président Guillaume Fortin, l'Ordre des optométristes, Mme Turcotte, et Dr Dubé, la vice-présidente de l'AMOC et ophtalmologiste en Abitibi, qui a été vraiment la personne ressource et la personne qui a vraiment élaboré le plus gros travail pour élaborer ce CRDS 2.0. Ce qu'on a réussi à faire, c'est définir les concepts de base. On est d'accord de créer une trajectoire idéale. Est-ce qu'elle va s'adapter à la réalité? On va faire des suivis, on va être sûr que ça fonctionne ou pas. On a défini que ça doit se faire dans le respect des champs de compétences et on a dit que c'est un processus qui est évolutif. On a révisé toutes les trajectoires qu'on avait dans le document initial. On a finalisé le contenu des deux volets et actuellement, on est dans l'attente de la mise en page et la diffusion du document. Ce n'est pas la mise en page finale, c'est un document de travail, le guide de référence en soins visuels. Celui-là est l'intention des médecins d'urgence et des médecins de famille. En voici un exemple, approche par symptômes, patient qui présente avec des corps flottants, à qui l'envoyer, dépendamment de la durée. Puis, donc, on a le symptôme, la priorité clinique, à qui l'envoyer, et l'information nécessaire pour offrir le meilleur service et savoir comment prioriser. Même chose ici avec des diagnostics. En fait, c'est adressé aux médecins de famille. Un autre volet, ça va être le guide de référence en soins oculaires pour les optométristes. Et c'est le même layout, c'est-à-dire le diagnostic, la priorité clinique et ce qu'on attend comme information dans la référence qu'on va avoir. On espère qu'en faisant ça, on va avoir plus de collaboration à la fois des optométristes et des ophtalmologistes pour offrir le service. Et je pense que l'intervention de chacun de nous et la participation devrait être garante de réussite. Le document va être publicisé bientôt. Comme je l'ai dit, c'est un document évolutif. On va attendre des commentaires, on va s'ajuster en fonction des commentaires du terrain. La partie moins intéressante pour les enjeux que l'ophtalmologie au CHUM, l'ophtalmologie au Québec va rencontrer dans les prochaines années, en fait, c'est la deuxième partie de la présentation. Et je vous pose une question, lequel parmi ces 5 enjeux serait le plus important pour l'ophtalmologie au Québec pour les prochaines années? La relation avec les optométristes, la relation avec les autres médecins spécialistes et la FMSQ, relation intra-association, disparité de revenus entre les médecins ophtalmologistes du Québec, relation avec le ministère de la Santé, relation avec les médias et la population, image, crédibilité, implication sociale, etc. Alors, vous avez la chance de répondre à cette première question, quelques secondes. Je sais que je vais trop vite, mais il y a tellement de matériel à couvrir, puis on ne couvrira pas même pas tous les enjeux. Bon, alors, on va continuer. Bon, alors, c'est un peu partagé, puis en fait, la réponse, c'est exactement ça. C'est très partagé. En fait, tous ces enjeux-là vont être hyper importants pour l'ophtalmologie au Québec dans les prochaines années. Alors, on va commencer par la valeur relative de l'acte. Vous avez sûrement entendu de l'ABRA. L'objectif de la FMSQ, c'est diminuer la disparité entre les associations suite à une pression médiatique énorme et une pression énorme aussi des associations dites à bas revenus. C'est un chantier qui est prioritaire pour la FMSQ et c'est un exercice qui a été fait, là, plus ou moins complété au niveau d'autres provinces au Canada. Les travaux sont en cours de façon très intensive depuis 2 ans. Il y a eu des rencontres avec l'Ontario Medical Association qui ont fait un travail un peu dans cette optique-là. Ils ont essayé de chercher un taux horaire uniformisé en se basant sur la spécialité, la lourdeur, la garde, les frais de cabinet, etc. La FMSQ a aussi mis en place un comité de sages. Évidemment, l'ophtalmo n'est pas, même si on est des spécialités ciblées, on n'est pas dans ce comité de sages parce qu'on est la spécialité ciblée vraiment avec la radiologie. Ils ont fait des consultations. On a été rencontrés quelques fois par le responsable du projet, Dr Sarrazin, puis on a donné notre point de vue, en fait, ce qu'on pensait de ce projet-là.
et l'échéancier est pour l'automne 2023. Ce qu'on a dit au niveau de la MOC là, par rapport à les critères que la FMSQ demandait pour la valeur relative de l'acte étant essentiellement la durée, en se basant sur les données de la RAMQ, unité d'insaisie, etc. Ils ont ajouté un facteur de modulation qui est la complexité, la lourdeur de la prise en charge, les clientèles spécifiques, la formation qui est nécessaire pour faire l'acte, les risques inhérents à l'intervention, les bases de données médicaux. C'est toutes des bases sur lesquelles ils ont ajouté un facteur de modulation par rapport à la durée. Évidemment, d'autres facteurs qui sont les facteurs qualitatifs, les efforts, la responsabilité et la comparaison externe par rapport à la réalité géographique, par rapport à ce qui se passe en Ontario. Mais le point qui est inquiétant dans tout ça, c'est que le point central de leur évaluation, c'est vraiment la durée sur laquelle ils vont apporter des modulations. Ce que les arguments que nous, on a avancés au niveau de la MOC, on a une spécialité ciblée. En fait, on a des revenus moyens bruts qui sont plus élevés que le revenu moyen de la FMSQ. Puis, on a un très haut taux de médecins millionnaires par rapport au nombre d'ophtalmologistes qu'on est. Ce qu'on a dit, par exemple, que quand vous prenez des revenus moyens bruts, ça ne correspond pas à la réalité de l'ophtalmologie à cause des frais de cabinet. Puis ce qu'on a fait là, dans les dernières années, ce qu'on a fait une étude avec KPMG sur les frais de bureau qui vous sera en fait distribué dans les prochains jours et qui montre définitivement que le différentiel est très élevé pour ce qui est en rapport avec les coûts des frais de cabinet. Et même le différentiel actuellement dans notre rémunération ne couvre pas complètement ces frais de cabinet. Donc, on ne fait pas d'argent avec les frais de cabinet. Et donc, il faut tenir compte de revenus moyens ajustés et non de revenus moyens bruts. On a demandé même que quand ils font les publications, que pour ne pas alerter toute la population, s'ils peuvent le faire avec le revenu moyen ajusté. Deuxième affaire qu'on défend tout le temps, c'est la spécificité de notre pratique, la volumétrie, la mixité, médecine, chirurgie, l'ambulatoire, l'extra-hospitalière, la productivité, l'équipement, investigation complémentaire que nous, on fait dans nos bureaux. Les listes d'attente sont énormes. L'impression du ministère de la Santé pour limiter les listes d'attente, surtout pour certaines chirurgies ciblées. On a parlé aussi de la notion de qualité de vie. On a dit que l'impact des chirurgies en ophtalmologie sur le coefficient doit être pris en considération pour le coefficient de la difficulté de l'acte. Parce que plus les gens sont exigeants, plus le stress de l'opération ou du geste est important. Et évidemment, les exigences du patient, on sait qu'avec les années, ont augmenté beaucoup. On a parlé de l'impact financier de la société des gestes qu'on pose pour éviter la cécité ou la diminution de la vision chez les patients. On a parlé du contexte nord-américain. Et on a commencé une vraie interassociation qui essaie de minimiser un peu les écarts à l'intérieur des associations, tout en tenant compte quand même des subspécialités et de la difficulté de certains actes. Et notre argument toujours à la FMSQ, vous risquez de faire un dérapage vers le mode salarial si vous appliquez à la lettre vos convictions qu'il faut ramener tout le monde dans la même valeur. Donc, on est actuellement dans ces discussions avec la FMSQ et c'est des discussions qui sont quand même pas trop intéressantes pour l'ophtalmologie actuellement. Lequel des énoncés correspondait à la situation de la rémunération de la médecine spécialisée au Québec? Est-ce que vous pensez que les tarifs actuels en ophtalmologie sont élevés, les tarifs actuels des autres spécialités sont bas, ou les tarifs actuels pour toutes les spécialités sont adéquats, ou A et B? Alors, j'attends votre réponse. J'ai déjà dépassé le temps qui m'est alloué, mais je vais continuer encore un tout petit peu. Ben, moi, je suis d'accord avec vous. Au lieu de niveler vers le bas, moi, je pense qu'il faut niveler vers le haut. Puis c'est un des arguments qu'on avance au niveau de la FMSQ, c'est que si vous avez de l'argent supplémentaire, mettez-les dans les associations à bas revenus pour remonter vers nous, pas descendre nécessairement à l'ophtalmo. Mais en fait, toutes les réponses sont plus ou moins justes dans le contexte québécois actuel. Le manque d'effectifs en ophtalmologie, c'est un autre enjeu important. On est 350 ophtalmologistes. Avec la pandémie, il y a plusieurs qui ont devancé un peu la date de leur retraite. Et la pénurie d'effectifs qu'on voyait dans les régions éloignées actuellement s'est étendue aux régions intermédiaires. On a comme 18 postes vacants actuellement, dont 8 dans les régions intermédiaires. Puis ça cause des problèmes majeurs, des risques même de perte de service, de bris de service.
Puis comme vous savez, la nature a horreur du vide. Alors, le risque de pénurie va faciliter l'élargissement de champs de pratique d'autres professionnels pour répondre évidemment aux besoins de la population. Et d'où l'importance de notre engagement comme ophtalmologiste pour répondre aux besoins de la population pour les soins visuels. C'est primordial pour arrêter la possibilité d'expansion en fait, des champs de pratique. Est-ce qu'il y a des solutions? Les solutions à court terme, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce qu'il faut bloquer? C'est toutes des questions qu'on se pose. Il n'y a rien qui a été décidé. Est-ce qu'il faut bloquer les PEM dans les grands centres, faciliter l'évaluation des médecins diplômés hors Québec, établir des corridors de service entre les grands centres et les centres qui sont en souffrance, collaborer avec les optométristes dans le respect des champs de pratique dans le cadre du CRDS 2.0. Ça, c'est quelque chose qu'on va appliquer, qui va s'appliquer assez vite et qui va aider un peu à soulager un peu l'ophtalmologie des cas qui n'ont pas besoin d'être vus en ophtalmologie. Les solutions à moyen et long terme, il faut augmenter les postes de résidence. Beaucoup de problèmes parce que toutes les spécialités sont touchées par la limitation des nombres de résidents et c'est des décrets ministériels qui décident. Favoriser les stages en région pour amener les gens à voir c'est quoi la pratique autre que dans les milieux universitaires. Et évidemment, la plateforme d'ophtalmologie virtuelle qu'on est en train de développer va aider un tout petit peu à pallier pour le manque d'effectifs en ophtalmologie pour les prochaines années, mais l'effet ne se fera pas sentir immédiatement. Les pénuries des médicaments, c'est un autre enjeu important. La COS s'occupe beaucoup de ce problème-là. Ils ont investi beaucoup de temps d'énergie avec beaucoup de représentation. Puis le docteur Plenel va vous en parler dans quelques minutes. L'imprévisible. En fait, l'imprévisible, c'est essentiellement, tout ça, c'est essentiellement nos relations avec les optométristes. Autant les relations sont bonnes une semaine, autant les relations sont mauvaises une autre semaine. Juste pour vous donner un exemple. Dans les deux projets de CRDS et de soins virtuels en ophtalmologie, on a impliqué nos collègues optométristes dès le départ parce qu'on trouve qu'ils sont incontournables dans la pyramide, dans l'hiérarchisation des soins en ophtalmologie au Québec. Donc, on a dit, bon, on va les impliquer. Puis, on a travaillé avec eux de bonne foi. Au niveau du CRDS, il y a eu une collaboration exemplaire. Au niveau de l'association, au niveau de l'ordre des optométristes, aucun problème. Au niveau des soins virtuels, on a appris qu'ils ont envoyé une lettre au niveau du ministère disant que pourquoi faire des soins virtuels en ophtalmologie au Québec alors que nous, on fait déjà le dépistage. Alors, nous, on a rencontré le ministère pour expliquer que quand ils voient des patients en 18 et 65 ans, les patients sont obligés de défrayer des coûts. Et quand ces patients-là sont là, ils font des tests qui coûtent de l'argent à la population. Pour tout test de dépistage, s'il y a un coût à payer, ça diminue l'efficacité du dépistage. Et actuellement, le ministère va aller de l'avant, quelles que soient les réticences, et les optométristes sont ralliés à nous. De même, on entend parler déjà, en fait, de temps en temps, d'une demande d'expansion de champs de pratique, sans qu'on soit consulté à la MOC, mais avec quand même des ophtalmos qui ont été sollicités pour participer à cet exercice avec le Collège des médecins. Donc, ça, c'est des imprévus. Des journées, ça va bien, des journées, ça ne va pas bien. Donc, il faut être toujours très vigilant. Et évidemment, l'autre imprévu, c'est la disponibilité des ophtalmologistes pour le CRDS 2.0. J'espère, avec toutes les modifications qu'on a amenées, on l'a rendu beaucoup plus convivial et beaucoup plus près de la réalité qu'on vit. Et ça va nous permettre d'offrir un meilleur service aux gens. C'est important pour l'image d'ophtalmologie. Si on veut défendre l'ophtalmologie, il faut qu'on augmente notre crédibilité au niveau du ministère, au niveau de la population, mais même au niveau de nos collègues spécialistes, au niveau de la FMSQ. Alors, je n'ai pas adressé tous les autres enjeux. Il y a les biosimilaires, il y a les CMS, les orthoptistes, les nouvelles technologies. Je n'ai pas le temps de le faire. Je profiterai d'une autre occasion pour en parler. La sagesse n'est pas dans les mots, la sagesse est dans le sens qu'elle contient. C'est qu'il contient ces mots-là, c'est de Gebran. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on entend parfois des gros discours là, de nos collègues optométristes, du ministère de la Santé et de la FMSQ. Il faut décortiquer parfois. Au niveau de la MOC, on est très sensible au sens que parfois ces mots cachent. Puis on va toujours essayer de défendre l'intérêt de l'ophtalmologie au Québec et l'intérêt de la population du Québec pour avoir des soins virtuels de bonne qualité. Je m'excuse, j'ai dépassé mon temps. On est prêt pour les questions s'il y en a. Merci, Dr. Laoud, pour tout ce que vous faites au Québec et pour la présentation ce soir. Vous êtes invité à mettre vos questions dans la section Q&A. Et pour ceux qui ne le savent pas, il y a un nouveau groupe de travail au niveau de la SCO
C'est un comité avec tous les présidents des associations provinciales. Donc, ce qui est clair au niveau de la SCO, c'est qu'il y a quand même un apprentissage bidirectionnel qui arrive entre la SCO et les associations provinciales et des enjeux au niveau des associations provinciales où les autres provinces peuvent quand même apprendre de ce qui arrive dans le reste du pays. Et c'est certain que ce qui arrive au Québec est très intéressant pour le reste du pays. Souvent, on est one step ahead, comme on dit, par rapport aux enjeux. Donc, merci encore une fois, Dr. Lahoud, pour tout ce que vous faites. Donc, notre prochain conférencier, c'est le Dr. David Plemel. C'est un ophtalmologiste trilingue formé en chirurgie oculoplastique et orbitaire. Il possède une vaste expérience au service de différents groupes culturels dans les provinces et territoires du Canada. Le Dr. Plemel a joué un rôle essentiel dans les efforts de la SCO liés aux pénuries de médicaments en raison de son engagement continu auprès de Santé Canada et de nos partenaires de l'industrie, contribuant ainsi à mettre ce dossier au premier plan. La parole est à vous, Dr. Plemel. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à prendre la parole ce soir. Je suis anglophone, originaire de la Saskatchewan, et j'espère que ma communication en français est comprise. Au cours des prochaines 10 minutes, je vais parler des rôles du SCO concernant les pénuries de médicaments. Je n'ai aucune affiliation ou divulgation financière. Nous commençons sur le site web de la SCO. Des onglets se trouvent en haut de la page d'accueil. Un clic sur l'onglet « Communication » ouvre un menu déroulant. Le fait de cliquer sur l'onglet « Pénurie de médicaments » ouvre la prochaine page. Cette page web contient une liste de pénuries de médicaments ophtalmiques actuels et prévus. Elle ne mentionne que les médicaments qui s'appliquent à l'ophtalmologie. Elle est générée à partir de Santé Canada et elle se met à jour quotidienne. Simplement pour me donner une idée, avez-vous utilisé la page pénurie de médicaments sur la page web de la SCO? Simple oui ou non. OK, 15%, 85%. Well, on va voir que les données qui contiennent la page de pénurie de médicaments de la SCO proviennent directement de Santé Canada. Cette page-ci, la page pénurie de médicaments Canada, est le répertoire qui contient tous les renseignements qu'une personne aurait besoin de connaître à propos de toute pénurie, de tout médicament au Canada. Mais cette page, tout comme la page de site web SCO, ne fait que fournir des renseignements. Ces sites web ne plaident pas en faveur d'amélioration si ces sites web ne ramènent pas les médicaments sur le marché. Et c'était en 2018 que l'atropine et le omatropine étaient sur le point de disparaître du marché canadien. Au pays, plusieurs s'inquiétaient des conséquences pour les patients. Des discussions ont eu lieu au sein de la SCO afin de déterminer si une intervention à ce sujet faisait partie du mandat de l'organisation. La SCO a pour mission d'offrir à la population canadienne les meilleurs soins oculaires, médicaux et chirurgicaux possibles en encourageant la poursuite de l'excellence en ophtalmologie et en procurant des services de soutien à ses membres en exercice. La SCO est la gardienne de la santé visuelle de tous les Canadiens. Donc oui, en 2018, il fut décidé que la SCO devrait devenir un défenseur des intérêts des patients lors des pénuries de médicaments. La SCO, qui était jusqu'alors une source passive d'information, est devenue un joueur actif concernant les pénuries de médicaments.
La SCO a entamé des discussions avec les partenaires de l'industrie, les distributeurs de médicaments, les patients, les fournisseurs et Santé Canada à propos de ce qui pourrait être fait pour éviter une pénurie d'atropine. Avec d'autres joueurs, la SCO a contribué à ce que l'atropine demeure sur le marché canadien. Et la SCO a continué de jouer un rôle actif de défenser les intérêts durant les pénuries d'atropine, de vertéporfine, de timolol et depuis l'automne, les pénuries sur lesquelles travaille SCO concernent le manque de puissants stéroïdes ophtalmiques, les myotiques intracamérulaires et les solutions d'irrigation stérile BSS. La plus récente pénurie de puissants stéroïdes ophtalmiques a touché tous les Canadiens. Le SCO a porté cet enjeu à l'attention de Santé Canada en septembre 2022. Santé Canada a demandé à la SCO de préciser dans quelle mesure cette question avait une incidence sur les patients. Le Dr. Jamie Taylor et moi avons représenté les membres. Une réunion du comité d'affectation des niveaux de Santé Canada fut convoquée. Le comité comprend d'autres organisations nationales. Nous, qui représentons les membres de la SCO, avons demandé que l'on attribue le statut niveau 3 à ces médicaments. Le niveau 3 est le niveau le plus élevé d'une pénurie de médicaments et il confère plus de pouvoir à Santé Canada afin de ramener un médicament sur le marché. Alors, nous, le SCO, avons été soutenus à l'unanimité par les autres organisations nationales. Et depuis octobre, on a maintenant eu 6 médicaments avec le statut de pénurie de niveau 3. Les 3 puissants stéroïdes ophtalmiques, Myocol-E, Myostat et le BSS. Et c'est un fait incroyable parce qu'à ce moment, il y a seulement 26 médicaments canadiens qui ont le statut de pénurie niveau 3 et nos 6 médicaments représentent 6 médicaments sur les 26. La pénurie de puissants stéroïdes ophtalmiques a touché les régions du pays d'une façon inégale et j'aimerais en savoir, votre pratique a-t-elle été touchée par la pénurie de puissants stéroïdes? Alors, comme question de sondage, est-ce que c'est oui? Et la situation s'est améliorée? Oui. Et la pénurie se poursuit dans ma région? Non ou incertaine? Oui. Okay, c'est plutôt la même dans tous les endroits de la Canada à ce moment-ci. Je crois qu'il y a des endroits qui s'améliorent et d'autres qui ont toujours des pénuries des stéroïdes ophtalmiques. Il est nécessaire de recueillir des points de vue pour les activités de représentation. Les points de vue proviennent des patients, des compagnies et de vous, les membres de la SCO. Les activités de représentation peuvent se faire grâce à de bons renseignements. La SCO collabore avec d'autres partenaires dans le but de ramener les médicaments en pénurie sur le marché. Et c'est grâce au point de vue des membres de la SCO qu'on peut être un défenseur efficace. La SCO défend les intérêts de ses membres et contribue à mettre fin aux pénuries des médicaments. Dans la future, ce qu'on fait, c'est que au cours des dernières années, nous nous sommes positionnés en tant que membres utiles dans ces discussions et Santé Canada et l'industrie communiquent avec nous, la SCO, lorsque les pénuries attendues sont sur le point de survenir et nous communiquons avec eux lorsque les membres nous informent des pénuries. Et nous travaillons à une création d'une liste de médicaments essentiels. Ce travail a été encouragé par Santé Canada et fait qu'on s'attaque aux pénuries de ces médicaments et que l'on augmente leur niveau d'importance rapidement. Pour une dernière question, ceci m'aidera à défendre vos intérêts
il y a une pénurie à ce moment ici de solutions d'irrigation stérile de BSS. Avec les activités de représentation de la SCO, une réunion du comité d'affectation des niveaux de Santé Canada a attribué le statut de pénurie de niveau 3 aux solutions d'irrigation stérile. Mais une des raisons de la pénurie est l'impossibilité d'utiliser quelques produits d'une compagnie dans quelques machines des autres compagnies. Et j'aimerais en savoir quelle est la marque de l'appareil chirurgical que vous utilisez pour les opérations intraoculaires. Alors, comme question de sondage, c'est est-ce que vous utilisez ou quel est l'appareil que vous utilisez la plus pour les interventions intraoculaires? Est-ce que c'est Alcon, Bausch & Lomb, Johnson & Johnson, une autre, ou je ne fais pas des chirurgies intraoculaires? Ça, c'est vraiment intéressant. Cool. Ici, au Colombie-Britannique, c'est plutôt Alcon et BNL. Alors, c'est intéressant de voir que c'est plutôt Alcon et Johnson & Johnson par là. Alors, c'est différent dans tous les endroits de la Canada. Alors, merci beaucoup. Et je crois qu'on va faire des questions quand on termine. Et on pourra passer juste quelques instants sur une question, David, en attendant Dr. Daray. Ah oui. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu sur la façon que la SCO collabore avec l'industrie, donc les compagnies pharmaceutiques, pour répondre aux pénuries de médicaments? Yes, pour la collaboration, ce qu'on fait, c'est que on communique avec les différentes compagnies. Par exemple, avec BSS, j'ai fait contact avec toutes les différentes compagnies qui créent le BSS et qui ont des machines pour la chirurgie intraoculaire. Je les ai demandé, c'est quoi le statut? Vous avez combien d'unités ici au Canada? Qu'est-ce qui est nécessaire pour continuer la chirurgie? Et avec cette information, je peux parler avec Health Canada, avec les autres groupes. Et eux-mêmes, c'était utile qu'on parlait entre les différents groupes parce que, par exemple, une des compagnies nous avons dit, on a beaucoup de BSS pour nos machines. On sait que notre machine fonctionne avec d'autres, notre BSS fonctionne avec d'autres machines. On peut en produire en plus pour éviter qu'il y ait une pénurie avec nos machines et l'autre machine. Alors, c'est des fois utile d'avoir une communication directe avec les compagnies. Et comme ça, c'était vraiment facile d'entrer avec les comités, avec Santé Canada, pour les aviser c'est quoi le statut à ce moment pour les médecins, mais même avec les compagnies. Merci, David. J'ai une question de Dr. Hakim et je vais demander à Dr. Hooper de répondre à cette question-là. Donc, Dr. Hooper, je vais lire la question en anglais. What is the proposed structure of the board or the executive committee of the vision desk regarding each association, so ophthalmology, optometry, etc., for decision-making and strategy planning for eye health, for vision health? That has not been finalized at this point. The plan as it sits now would be to have the director be an individual who has familiarity with the public service and is able to navigate those areas. Beyond that, we would expect that there would be representation from ophthalmology as well as optometry with the, if you will, directive board having similar representation of both, but it has not been set out at this point in time. If the budget is approved in March, then the next stage would be to develop a terms of reference for the director and a hiring process, and at the same time develop exactly how that directive board would be constructed.
So the director of this committee you're referring to would be a government relations professional rather than a clinician. Correct. Yes. Okay. Donc, donc la question, c'est quoi la structure proposée du conseil d'administration, la représentation relative de chaque association, ophtalmo, optométrie, etc. Et ce que Dr. Hooper dit, c'est que le directeur de ce comité-là va être une personne de relations gouvernementales, donc pas un clinicien comme un ophtalmo ou un optométriste. Et sur le comité, il y aura une représentation d'ophtalmologistes et d'optométristes, mais ces détails-là n'ont pas été confirmés encore. J'espère que ça répond à votre question, Dr. Hakim. Très bien. Donc, merci encore une fois, Dr. Plemel, pour le travail que vous faites pour les pénuries de médicaments. Ça nous affecte tous, donc merci encore une fois. Notre prochaine conférencière, la Dr. Mona Daguerre, c'est une professeure d'ophtalmologie à l'Université de Montréal et chef du département d'ophtalmologie au CHUM. La Dr. Daguerre apporte son expertise en chirurgie d'implantation de kératoprothèse au Canada après avoir réalisé des recherches et travaux cliniques considérables à la Faculté de médecine de Harvard et après avoir redonné la vue à plusieurs patients canadiens grâce à l'implantation d'une kératoprothèse Boston. La Dr. Daguerre a déjà été élue personnalité de la semaine par la presse et Radio-Canada en tant que présidente du congrès annuel de la SCO. Elle nous en dira ce soir sur cet événement de premier ordre pour les médecins et chirurgiens ophtalmologistes. Merci pour tous vos efforts, Dr. Daguerre. La parole est à vous. Merci. Merci, Dr. Saeb. Merci pour l'invitation ce soir pour parler du congrès annuel de la Société canadienne d'ophtalmologie. Je n'ai pas de conflit d'intérêts et je préside maintenant le congrès de la Société canadienne d'ophtalmologie depuis 2018. Et selon un sondage récent, les membres de la Société canadienne d'ophtalmologie ont défini le congrès annuel comme étant l'événement phare de notre société. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi de présider ce congrès. Et durant la pandémie, comme vous savez, nous avons dû changer de cap et nous avons offert un congrès en virtuel. Mais c'était superbe de se retrouver à Halifax au mois de juin dernier et nous avons vraiment hâte de vous retrouver tous à Québec ce mois de juin 2023. Alors, juste un petit aperçu. Le congrès annuel réunit la communauté canadienne pour échanger sur la recherche, discuter de soins oculaires cliniques, de nouvelles technologies, de nouveaux appareils médicaux. Mais ce qui est encore plus impressionnant et agréable, c'est le réseautage avec tous les ophtalmologistes à travers le pays. Le congrès s'adresse aux ophtalmos générales, aux surspécialistes, aux chercheurs en sciences fondamentales, à nos résidents, nos fellows, à nos assistants en ophtalmologie, les infirmiers et même les orthoptistes. Voici une question de sondage. On sait très bien que le congrès nous offre des crédits. Savez-vous combien de crédits de section 1 et de section 3 ça nous offre? Et sur le diapo, il y a aussi le crédit de section 2 qu'on ne mentionne pas. Section 2, vous pouvez les obtenir en visualisant les affiches. Donc, il y a section 1, 2 et 3. On peut voir les réponses. En fait, c'est C. Vous pouvez obtenir plus de 30 crédits de section 1 et 16 crédits de section 1. Et c'est surtout dépendamment du nombre de séances qu'on a par année. On en fait de plus en plus. Alors, qui sommes-nous? On est un grand groupe de bénévoles. Le comité de planification est formé d'un excellent groupe de bénévoles qui travaillent si fort à chaque année pour offrir ce congrès de grande qualité scientifique. Donc, je suis présidente depuis 2018. Le président du Conseil du développement professionnel continu, c'est Dr. Saeb. On a aussi un responsable du comité du maintien de la certification. On a des représentants de chacune des sociétés affiliées et des surspécialités.
Et aussi, on a un comité pour les prix de mérite. Et je ne peux pas terminer cette liste sans bien sûr mentionner toute l'équipe de la Société canadienne d'ophtalmologie qui travaille en arrière-scène pour produire cet excellent congrès. Comme vous pouvez le constater, toutes les surspécialités de l'ophtalmologie sont représentées. L'ophtalmologie générale est aussi incluse. Les femmes en ophtalmologie tiennent leur séance annuelle. Des cours de transfert de compétences ont également lieu pour l'enseignement de la chirurgie. Les résidents ont aussi un rôle à jouer. Il y a aussi les symposiums co-développés avec l'industrie. Et de nouveau, à la Société canadienne d'ophtalmologie depuis plus d'1 an maintenant, c'est les séances d'équité, de diversité et d'inclusion. Donc, les responsables de séances élaborent des objectifs d'apprentissage qui sont basés sur les évaluations des besoins après les sondages faits suite à chaque congrès annuel. Les présidents de séances choisissent des conférenciers invités, des conférenciers locaux et préparent des séances équilibrées et fondées sur des données probantes. La planification du congrès commence 1 an à l'avance. Donc, des thèmes appropriés sont trouvés. On fait appel pour des résumés en octobre. La révision des résumés se fait à l'automne. Et ensuite, on a déjà les réponses en janvier. Donc, les séances sont déjà en train d'être préparées à partir du mois de janvier. Et chaque année, nous accueillons environ 17 à 20 conférenciers invités qui sont chefs de file dans leur domaine et qui sont reconnus à l'échelle mondiale. Ils sont invités par les sociétés de surspécialité au nom de la Société canadienne d'ophtalmologie. Ces conférenciers font plusieurs présentations durant les séances de notions courantes qui se tiennent le vendredi, samedi et dimanche matin, mais aussi durant les sessions de surspécialité. Les cours de transfert de compétences sont aussi un fait saillant du congrès. Ce sont des programmes accrédités de section 3. Ces cours-là sont planifiés et animés de façon indépendante par des ophtalmologistes. Nous avons un ratio de professeurs participants qui est très élevé. Oui, l'industrie fait des dons en nature, mais le nombre de représentants de l'industrie dans la salle est très limité et les membres de l'industrie ne font pas la formation. Il y a eu aussi dernièrement les programmes d'auto-évaluation qui sont plus récents. Il s'agit également de programmes agréés qui donnent droit à des sections de crédits de section 3. Les programmes d'auto-évaluation ont vu le jour lors de nos conférences en virtuel, mais parce qu'ils étaient tellement populaires, on a décidé de les inclure dans notre programmation habituelle et à l'avenir. Alors, j'aimerais bien vous inviter à la charmante ville de Québec ce mois de juin, le 15 au 18 juin. On aimerait bien vous voir tous. Notez que l'inscription a déjà commencé. On a déjà une centaine d'inscrits et je profite de vous dire que pour le moment, le prix est vraiment bas, donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Parmi nos chefs de séance, on a un docteur Rouleau, qui est la présidente de la Société de neuro-ophtalmologie à la COS. On a Dr Marie-Josée Aubin qui s'occupe de la santé publique, Dr Isabelle Brunette qui fait la médecine de régénération oculaire et Dr Béatrice Desmarchais qui s'occupe de la science des femmes en ophtalmologie. Donc, il y a plusieurs Québécois qui organisent ce congrès avec moi. Et on aimerait bien vous voir au congrès. En plus, on a tous les 2 ans, la Société canadienne d'ophtalmologie invite la Société française d'ophtalmologie et on a une séance vraiment très belle et déjà planifiée pour vous. Le jeudi après-midi, on a le président de la Société française d'ophtalmologie qui va présenter avec l'ancien président aussi et un des secrétaires. En plus de nos ophtalmologistes québécois, nous avons Dr Isabelle Hardy, Dr Isabelle Schmidt, Dr Danny Gauthier et Dr Marie-Claude Robert qui vont nous présenter aussi. Donc, on va les encourager, on va vraiment venir en grand nombre assister à cette collaboration avec les Français. Et de nouveau cette année, Dr Daniel Black de Québec
va nous entretenir avec un jeu de Jeopardy et vraiment très bien organisé. Il l'a déjà fait au JUC. Il va le faire à la Société canadienne d'ophtalmologie. Nous avons hâte d'assister. Donc, dernière question de sondage. Après tout ce que je vous ai dit, j'aimerais savoir si vous allez assister au congrès annuel à Québec. Donc, oui, peut-être ou non. Et j'aimerais bien savoir si c'est 100% oui. Ah. Super. Donc, presque 60% vont venir, 40% peut-être. Donc, on va vraiment promouvoir le congrès. On va convertir ces 40% en oui. On aimerait bien de vous voir tous. Alors, je vous remercie de votre attention. Et, merci, Dr. Daguerre. On a une question par rapport à l'endroit où va se tenir le congrès. Une question, est-ce que le congrès était à Montréal et maintenant à Québec? Qu'est-ce qui s'est passé? OK. Donc, habituellement, on aurait dû avoir le congrès à Montréal cette année. Et habituellement, on choisit en avance notre week-end où on planifie le congrès. C'était un week-end qui n'avait aucun conflit. Mais Formule 1 a décidé de changer leur date et ils se sont mis la même fin de semaine que notre congrès. Et comme vous savez, dès que la Formule 1 est à Montréal, tous les hôtels sont occupés. C'est quasiment impossible de trouver des endroits où l'industrie peut offrir des séances à l'extérieur du congrès. Les avions, même pour le voyage, ça va être difficile. Les taxis, c'était insoutenable. Il fallait sortir de Montréal. On a travaillé fort. On a fait des sondages à travers toute l'équipe du comité de planification, un sondage avec l'industrie, la pharmaceutique. Et la décision a été difficile, mais il fallait sortir de Montréal et je pense que l'alternative était Québec et on est très heureux de ça. Merci, Mona. Je confirme que c'était un effort extraordinaire de trouver une bonne solution pour nos membres, donc merci. Et je répète à tout le monde que le congrès annuel, c'est vraiment l'événement le plus important pour la SCO. Et donc, merci pour votre leadership pour la planification de ce congrès. Ça conclut la soirée. Merci tout le monde d'avoir participé à cet événement. Si vous avez d'autres questions, vous êtes la bienvenue de nous contacter, tous les panélistes ce soir ou l'équipe de la SCO. Je vous remercie une dernière fois et je vous souhaite une belle soirée.